bonsoir à tous. À la une de ce journal, le couvre-feu instauré dans les régions anglophones peine à dissiper les inquiétudes et la psychose chez les populations entre les attaques perpétrées contre des gendarmes et une série d'incendies vécus dans des écoles. Le climat social se dégrade davantage sur le théâtre de la crise anglophone, alors que le gouvernement se limite jusqu'ici à un renforcement du dispositif sécuritaire. Des ténors de l'opposition veulent ressusciter une tripartite pour désamorcer cette grave crise sociopolitique dans les régions anglophones. La cote d'alerte est atteinte dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Les populations résidentes dans une vallée sont sous la menace d'un éboulement de terrain. Exposées à un risque élevé de catastrophe, elles partagent leur calvaire dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur le théâtre de la crise anglophone, des populations condamnent ces attaques perpétrées contre des gendarmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et le couvre-feu instauré dans ces régions anglophones suscite néanmoins quelques grincements de dents chez des conducteurs de mototaxis. Ils sont interdits de circuler entre 19h et 6h dans les principales villes du sud-ouest, malgré le renforcement de la sécurité observé ce week-end. L'on note que des élèves du lycée bilingue de Mabanda ont peur de retourner sur le campus scolaire après l'incendie survenu dans cet établissement scolaire. Immersion dans le chaudron de la crise anglophone avec nos envoyés spéciaux Warren Zede et Sylvestre Zangao. Vendredi, alors que le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalabilai, vient de prendre un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans l'ensemble de cette région, cette salle de classe du lycée de Mabanda dans la ville de Kumba est en feu un peu après minuit. Jusqu'à ce jour, l'origine de cet incendie n'est pas connue, mais les populations du quartier Mabanda à Kumba soupçonnent une main criminelle. Le lycée bilingue de Mabanda dans l'arrondissement de Kumba 2e a ainsi été visité par les flammes pour la seconde fois, après le premier incendie survenu au mois d'avril dernier. Généralement bruyant, même le samedi, où les cours sont effectifs, c'est un établissement scolaire plutôt désert qui nous accueille. Non loin de là, au domicile de ses parents, nous faisons la rencontre de Orné Lakama, élève en classe de From 1, l'équivalent de la classe de 6e chez les francophones. La jeune élève est très déçue par ce qui arrive à son établissement scolaire. Maintenant qu'on a compris qu'on a brûlé notre école, je ne sais pas, je suis peur parce que on va commencer notre examen et si on n'écrit pas notre examen, on n'est pas dans la classe supérieure. Richobert Fodop, lui, est enseignant de physique-chimie dans la section francophone du même lycée. Nous le trouvons dans son champ de maïs quelques heures après l'incendie. La classe de première ACD a été incendiée. Je ne peux pas savoir si cet incendie a un lien avec la situation qui prévaut ou pas, puisque le gardien celui qui est censé être gardien dans ce lycée n'était pas vraiment là pour nous éclaircir, pour nous dire ce qui s'est passé en réalité. Moi, je suis enseignant de physique-chimie dans ce lycée depuis 5 ans. Bon, nous on garde seulement espoir que ça va aller, puisque comme dans tous les pays, il y a tous les problèmes. Ici, il y a aussi un problème, on espère seulement que ça va aller. Au centre urbain de la ville de Kumba, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Mais ici, le regain de tension dans certaines villes des régions anglophones et dans les mémoires, le meurtre d'un gendarme dans la ville voisine de Manfé est fermement condamné. Pareil pour tous les autres meurtres. Pour tuer un gendarme, ce n'est pas normal parce que le gendarme ici, le gendarme a en train de faire la sécurité pour nous. C'est-à-dire nous aussi, on est en train de faire la sécurité des gendarmes. Nous sommes les amis, nous sommes les frères. Ce sont principalement ces actes odieux qui ont poussé le gouverneur de la région du Sud-Ouest à prendre de nouvelles mesures visant à assurer la sécurité des personnes et des biens. Parmi ces mesures figure l'interdiction de circuler pour les mototaxis entre 19h et 6h du matin. Une pilule difficile à avaler pour les acteurs de ce secteur d'activité. Le gouverneur, ce qu'il est en train de dire,
Moi, on n'a pas un problème ici à Kumba. On n'a pas un problème ici à Kumba. On n'a pas un problème. Parce que si on dit que on a tué un gendarme à Manfé, mais ce n'est pas ici à Kumba. Ce n'est pas ici à Kumba. Kumba, c'est Kumba. Manfé, c'est Manfé. On part là-bas. Si on a tué un gendarme à Manfé, partez là-bas pour voir ce qui s'est passé, les gens qui ont tué les gendarmes. Tous les besoins ici en Kumba. Et nous sommes les amis avec les sécurités. On tire ici ensemble. Même dans la nuit, si on refuse que la moto ne marche pas la nuit, c'est qu'on va commencer à agresser les gens au quartier. Parce que si tu rentres tard au travail, avant de partir chez toi là, il faut que tu prennes seulement la moto pour marcher facilement. Parce qu'il y a les gens en route, ils sont à quartier, ils ont envie d'agresser les gens qui marchent au pied comme ça. Voilà donc ce que pensent les conducteurs de mototaxi dans la ville de Kumba. La mesure prise par le gouverneur de la région du Sud-Ouest est une pilule amère et difficile à avaler pour ce conducteur de mototaxi, même si beaucoup condamnent ces assassinats, ces crimes perpétrés contre les hommes en tenue dans cette partie du Cameroun. Sur ce théâtre des opérations, depuis la ville de Kumba, envoyés spéciaux, Dani Warren Zede, Sylvestre Polizangao. Il respire enfin l'air de la liberté 2 semaines après le verdict du tribunal militaire. Maître Arissou a été libéré en catimini hier soir. C'est un ouf de soulagement pour ses proches et ses avocats. Il compte d'ailleurs saisir la cour d'appel du centre afin que cette peine de 3 ans infligée à Maître Arissou soit effacée de son casier judiciaire. Joël Essengé et Marcelin Gansov. C'était au lever du jour de ce lundi 13 novembre. Maître Arissou savourait les délices de la liberté autour d'un petit déjeuner, le tout premier au lendemain de sa sortie de prison. Quelques heures auparavant, son avocat, Maître Jacques Bouni, a été pris de court, mais savoure lui aussi cette fin heureuse d'un suspense qui n'avait que trop duré. Maître Arissou a été libéré aux environs de 22 heures dans le secret absolu. Parce que lorsque le commissaire du gouvernement se déporte à la prison principale de Yaoundé, nous autres même étant dans le dossier, nous n'avons pas été au courant de cette libération. Donc le secret a été bien gardé. Ce n'est qu'au sortir de ces 4 murs que Maître Arissou m'a donc envoyé un message m'informant de ce que il est accompagné par monsieur le commissaire du gouvernement. Il va passer sa première nuit d'homme libre hors des 4 murs de la prison principale de Yaoundé. C'était aux environs de 22 heures. Pour le conseil de Maître Arissou, c'est un ouf de soulagement qui rime avec insatisfaction. Lorsque vous êtes accablé de ce genre d'accusations, d'assassinat, de port d'armes de guerre, de révolutions, de tentatives de renversement des institutions, d'outrage au chef de l'État, vous imaginez que c'est du lourd. Et lorsque vous sortez de là au finish et que toutes ces infractions n'aient pas été retenues, que vous soyez condamné à une peine de 3 ans qui cadre avec votre détention pour non-dénonciation d'une infraction, vous comprenez que c'est un grand soulagement, mais l'honneur de Maître Arissou reste terni par cette condamnation. C'est la raison pour laquelle le Conseil a fait appel à la suite de la décision rendue récemment par le tribunal militaire de Yaoundé. Il est question, soutient Maître Jacques Bouni, que son client, dont l'honneur a été piétiné, soit rétabli dans sa dignité. Parce que pour nous, ce dossier n'avait rien de criminel, n'avait rien de délictuel concernant Maître Arissou. Parce que lorsque nous avons suivi le déroulé de la motivation, Maître Arissou était plus une victime dans cette affaire qu'un acteur. On se retrouve à voir Maître Arissou condamné à 3 ans. Pour nous, simplement, c'est qu'il fallait quand même que ceux qui ont poursuivi Maître Arissou ne perdent pas la face. Ça veut dire qu'au fond, il n'y avait rien. C'est d'ailleurs ce que je pense. Lorsque la justice se rend compte que ceux qui ont poursuivi se sont trompés, il n'y a pas de honte à dire que nous sommes trompés en libérant la personne. La justice n'arrondit pas les âmes. Cela va de l'honneur de la justice de reconnaître qu'une personne était poursuivie à tort. En liberté depuis dimanche soir, Maître Arissou préfère pour l'instant se tenir loin des objectifs des caméras et micros des journalistes. Mais il va bien
tel que rassure son avocat. Quand tout à l'heure nous appelions, il était justement au commissariat en train de refaire sa carte nationale d'identité qui s'est permis entre-temps. La première démarche que Maître Ayoussaï a fait, il m'a appelé Maître, ma carte, il faut que j'aille faire ma carte. Je lui ai dit c'est une bonne chose. Impliqué dans les affaires, Michel Thierry Atangana et Nomeyomese et aujourd'hui Maître Arissou. Maître Jacques Bouni a réussi à tous les coups à obtenir gain de cause au profit de ses clients, chose plutôt rare au regard de la complexité des différents dossiers. La lenteur observée dans la libération de Maître Arissou est une pilule amère pour ses avocats, alors que la décision du tribunal militaire était favorable à une libération immédiate. Il a passé encore 2 semaines en prison, ce qui fait dire à ses avocats que la justice camerounaise est prise en otage par le pouvoir exécutif au Cameroun. Je vous propose d'écouter les explications et l'analyse de Maître Bouni, Jacques Bouni, avocat de Maître Arissou. Maître Arissou est incarcéré le 9 octobre 2014, je crois, et ça veut dire que le 9 octobre 2017, ça a fait exactement 3 ans. Mais la décision étant tombée quelques semaines après, le 30 octobre, ça veut dire qu'il avait déjà passé plus de temps que sa condamnation. Mais plus grave encore, après cette condamnation où le tribunal avait fait tous ces constats et demandait qu'on le mette immédiatement en liberté, il a encore dû passer 2 semaines en prison. Pour nous, c'est inadmissible, c'est scandaleux, c'est intolérable dans un état de droit. Lorsqu'une juridiction a rendu une décision, même si c'est l'État du Cameroun, on se soumet, on n'attend pas l'autorisation d'une quelconque hiérarchie parce que c'est un peu manquer de respect à notre système judiciaire. Parce que nous savons ce que c'est que la liberté. Elle est sacrée. Imaginez un seul instant, hypothèse d'école, 2 jours après que Maître Arissou décède. À qui la faute? 1 semaine, 2 semaines, qu'il lui arrive malheur en prison. Comme nous connaissons bien le bal, chacun va commencer à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Non. Il faut que ce genre de pratique cesse. Donc il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie de l'exécution des décisions en matière pénale. Lorsque vous êtes libéré, les résultats d'audience vont à la prison. Le régisseur a une seule obligation, c'est de mettre la personne en liberté. On n'attend pas les instructions d'une administration lorsque le judiciaire a tranché. Moi, j'ai ressenti cela comme un manque de respect à notre système judiciaire. Et sur le front de guerre contre le terrorisme, l'engagement des paracommandos a été célébré lors de la fête des parachutistes dans la région de l'Ouest, une occasion pour ces militaires de démontrer leurs compétences devant le haut commandement de l'armée. Mama Soufor, Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Dernière manœuvre d'atterrissage d'un MA-60 de l'armée de l'air. À son bord, la fine crème des forces armées et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Tous viennent rehausser l'éclat de la fête du parachutiste. C'est un honneur particulier pour nous, ce jour, pour que vous puissiez venir honorer de votre illustre présence cette modeste fête des parachutistes. 3 temps forts marquent l'événement. Tout d'abord, honneur à la mémoire des paracommandos tombés sur le champ de bataille. Nous vous rendons un vibrant hommage. Vous resterez à jamais gravés dans nos mémoires et vos noms éternellement écrits en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Parmi ces invités de marque à la fête du parachutiste, des éléments du BETAP à la retraite, honorés pour leur sacrifice dans la défense de l'intégrité territoriale du pays. Cet ancien combattant du BETAP remémore les moments difficiles vécus lors du conflit frontalier avec le Nigeria. L'un des pires moments de ma carrière, c'est quand j'ai perdu mon tout premier militaire ici. De ces souvenirs empreints d'émotion, place au bouquet final avec la démonstration du savoir-faire des éléments du BETAP. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Baba Soulé, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Jean-Calvin Mouma et tous les officiers généraux apprécient la parade air-sol des paracommandos du BETAP. Je transmets solennellement à tous les militaires du BETAP la très haute appréciation du chef de l'État, chef des armées, pour l'engagement, le sens du devoir de sacrifice, le courage avec lequel ils se sont toujours acquittés de leur mission. Le show aérien terminé, le ministre Joseph Bétia Somo et sa suite prennent congé de la grande famille du BETAP en fête sur sa base de Koutaba.
La cote d'alerte et attente, je vous le disais en titre, des populations résidentes dans une vallée sont sous la menace d'un éboulement de terrain. À Etouguébé, un quartier situé dans le 6e arrondissement de Yaoundé, dans certaines zones, des fissures apparaissent sur une route en terre, des risques d'effondrement sont élevés et ont conduit à l'interdiction de la circulation des voitures sur ces routes en terre. Nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gansop ont pu vivre cette peur qui hante les populations résidentes dans ces zones à risque à Etouguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Reportage. La profondeur du ravin et du genre a donné le vertige, même aux plus courageux. Nous sommes au quartier Etouguébé 2, lieu dit Cité des Anges. Mais rassurez-vous, ce qui se passe ici n'a rien d'angélique. Au contraire, ça frôle plutôt la terreur. Ce qui s'est passé tout récemment, c'est le fait que les déchets, les ordures, les poubelles des gens, au lieu de jeter dans des bacs à ordures, ils le mettaient dans des rigoles où l'eau passe. Alors ces déchets ont bloqué et l'eau n'avait plus son passage. Et quand l'eau veut son passage, ça détruit tout ce que ça trouve. Ça a traversé et c'est revenu par là. C'est ça qui a causé tout cet éboulement-là. Au point d'amener le propriétaire de cette maison à déménager, abandonnant sa moto, ainsi que d'autres effets personnels. C'est avec beaucoup de chance que la pluie, l'eau n'est pas arrivée chez lui. Tel que vous voyez vous-même, si ce petit mur ici n'avait pas été, en fait on va même dire que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand l'eau veut passer, ça passe. Ils auraient pu se retrouver emportés par l'eau. Parce que les toilettes même, ça a été emporté, l'eau a mené. Tout va, quand vous regardez, il y a une autre maison qui était là. L'eau a détruit ça aussi. La menace est telle que la route qui traverse le quartier est désormais coupée en deux. Seuls les piétons et les engins à 2 roues sont autorisés à circuler. L'on a compris ici que prévenir vaut mieux que guérir. Nous avons essayé de bloquer d'abord parce que si on laisse les voitures passer ici une semaine, forcément toute cette terre va descendre. Encore que la terre sur laquelle nous sommes là, c'est une terre qui a été mise. Ce n'est pas la terre qui était là avant, c'est une terre qui a été mise. Donc on a d'abord bloqué pour le moment et à cette allure, bientôt il n'y aura même plus de passage par ici. Là. Pour les occupants des maisons situées dans le voisinage de cette zone à risque, le sommeil a cédé la place au cauchemar. Mais ont-ils seulement le choix? Papa, je suis là depuis 1992 que j'habite ici là. Regardez vous-même ce ravin là, moi je ne connais pas comment je peux faire. Je n'ai pas de moyens pour pouvoir intervenir. Ma force ne peut venir que vraiment de l'État. Les ordures parfois viennent me retrouver même ici devant la porte. Quand je veux même parler, ils me menacent. Ils disent que, mais qui t'a envoyé venir construire dans le ravin? On ne choisit pas d'être pauvre. Tout le monde veut être riche, mais... Et pourtant, un immeuble jouxtant le ravin continue de sortir des terres. Et ce, malgré la mise en garde des autorités municipales de Yaoundé 6, matérialisée par cette croix de Saint-André qui date. On se souvient qu'il y a 2 semaines, ces mêmes autorités, accompagnées du sous-préfet, lançaient une campagne de sensibilisation sur l'interdiction formelle d'occuper ou de construire dans les marécages et autres zones à risque. Ici, au lieu dit Cité des Anges, à cheval entre la chapelle TKC et Foucault-Mendon, et à péril en la demeure. Voici une zone à risque, comme on en compte plusieurs, dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Le dernier éboulement en date n'a heureusement pas fait de perte en vies humaines, mais il y a lieu de craindre le pire. Les populations sont dépassées par les événements. La route qui passe tout à côté menace d'être coupée, sans compter la probabilité d'une catastrophe naturelle en cas de forte pluie. Ici Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Parlons à présent de l'élevage des petits ruminants, élevage menacé par une peste qui sévit dans la sous-région Afrique centrale, ce qui affecte déjà l'économie du bétail. Des experts en la matière venus des différents pays de la CEMAC sont réunis à Douala pour analyser cette situation et ébaucher des pistes de solutions. Compte rendu, Julingue Nyondé. Cameroun et les pays de la sous-région Afrique centrale déterminés à éradiquer la peste des petits ruminants PPR. La maladie, dont les pertes mondiales annuelles sont estimées à près de 2,1 milliards de dollars, est présentée aujourd'hui comme un véritable problème de santé publique. D'où la nécessité de coordonner les efforts au plan mondial
pour appuyer les actions nationales et régionales. C'est parce que la peste périurminale est une des maladies les plus importantes au Cameroun et elle fait perdre au minimum 8 milliards à nos populations, aux paysans chaque année. Et aujourd'hui, le Cameroun, ministre de l'élevage, a initié l'élaboration d'un plan opération et lutte qui a été traduit en programme national d'éradication de la peste périurminale. Et nous pensons qu'en 2030, cette maladie pourra être éradiquée au Cameroun avec une vaccination de masse. Le Cameroun a un laboratoire, la navette de Beauclerc à Garoua. Et je vais vous le dire, c'est l'unique laboratoire dans le monde, parmi les 25 laboratoires qui produisent le vaccin contre la maladie, qui a pu faire un vaccin combiné avec une autre maladie. Donc, il y a un marché potentiel, même pour le Cameroun, pas seulement parce qu'on va éradiquer la maladie pour le Cameroun. Le vaccin produit par le Lanavet peut être vendu à travers le monde. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé animale, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ceux de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, décidé d'arrêter la propagation de la peste des petits ruminants, ont entamé une démarche collective afin d'examiner la question de mobilisation des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre d'une stratégie efficace. Il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des politiques. Notre rôle, ça va être d'accompagner les pays parce que nous avons un rôle de coordination et d'harmonisation. Il faut qu'on y aille ensemble parce que les pays ne peuvent pas aller de façon isolée. C'est une maladie virale qui se propage très vite et qui tue massivement les petits ruminants, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Et donc la FAO va accompagner les États, non seulement dans la mobilisation des ressources, mais à travers sa propre contribution financière et la contribution technique. Le Cameroun, quant à lui, a initié le plan opérationnel de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants dans le cadre du projet de développement et de l'élevage. L'UE a mis en place la banque des vaccins PPR. Cette banque est mise à la disposition des pays participant à l'éradication de la peste des petits ruminants pour qu'ils utilisent uniquement un vaccin de bonne qualité pour immuniser les animaux. Je me réjouis en tant que président de l'ordre du démarrage effectif de cette activité, compte tenu de ce que effectivement notre pays a impliqué les vétérinaires privés dans ce processus, notamment à travers le mandat sanitaire. Nous allons adopter le plan de la stratégie de contrôle et d'éradication pour l'Afrique centrale. Du 13 au 15 novembre 2017, l'atelier de revue de la feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale aura donc pour principal objectif l'évaluation de la situation épidémiologique de la PPR dans la région, l'identification des activités de lutte contre la peste des petits ruminants, l'adoption de la stratégie de mobilisation des ressources PPR dans la région et partenariat. Alors que la réponse du gouvernement se limite jusqu'ici à un renforcement du dispositif sécuritaire sur le théâtre de la crise anglophone, des ténors de l'opposition veulent ressusciter une tripartite pour désamorcer cette grave crise sociopolitique. Une vingtaine d'années après la première plateforme du genre qui avait donné lieu à des résolutions qui jusqu'ici ne sont pas toutes appliquées, ces barons de l'opposition et d'autres acteurs de la société civile se sont réunis à Yaoundé pour analyser cette situation. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le symbole est fort, 26 ans après. Adamou Damdjoya, le président de l'Union démocratique camerounaise, UDC, a retrouvé le siège qu'il occupait en novembre 1991 lors de la tripartite. Cela à l'occasion de la commémoration des 26 ans de ce temps fort politique au Cameroun. Passé la portée symbolique de ces assises qui ont permis de ramener le calme sur la scène politique camerounaise, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Le bilan de cette rencontre donne lieu à des avis contrastés. Il y a des résultats, ce n'est pas un échec. On a ce qu'on a peut-être vraiment de profondément démocratique dans la Constitution aujourd'hui, c'était à la tripartite. On a parlé de la tripartite, la décentralisation. On a parlé de mandat présidentiel. Il a fallu qu'on puisse changer encore le mandat. En 2008, qu'on l'a dit ici, d'où ce n'était pas un échec. Ce qui avait été fait à la tripartite avait permis de résoudre deux problèmes. Un problème de légitimité et qui avait conduit à l'adoption d'un nouveau code électoral, et puis un problème de légalité qui devait permettre
qu'avec une reconstitution revisitée, le pays parte sur de nouvelles bases. Malheureusement, le régime en place a travaillé pendant les 26 dernières années à déconstruire ce qui a été élaboré à cette occasion-là. En lieu et place de la conférence nationale souveraine, M. Biya Paul a réussi à nous faire admettre la tripartite, qui était à la réalité une solution pour lui permettre de se pérenniser au pouvoir. L'histoire nous a montré qu'il avait gagné, parce que les forces réactionnaires de l'époque ont remporté leur bataille sur les forces révolutionnaires que nous étions. 26 ans après, on va dire que c'était une véritable escroquerie. L'idée est même avancée que cette rencontre a surtout été une ruse pour mettre sous le boisseau les problèmes réels du Cameroun. En refusant d'adresser de manière profonde les questions qui se posaient au Cameroun en 1991, en refusant de les adresser de manière profonde par la conférence nationale souveraine, on a laissé que ces problèmes puissent prendre de l'ampleur et éclater au moment où on les attend le moins. Ce qui arrive aujourd'hui était prévisible, c'est-à-dire que la logique d'un pouvoir à Yaoundé qui refuse toute concession dans le cadre d'une démocratie. Aujourd'hui, face aux problèmes dont la crise anglophone, on souligne l'esprit des pères fondateurs poursuivis par la tripartite. Si nous sommes revenus ici, c'est pour dire que le dialogue, les concertations... Du coup, une autre tripartite est même souhaitée. Il faut une autre tripartite, il faut absolument une autre tripartite. Vous savez, les Américains appellent insanity. Le fait que certaines personnes pensent qu'en utilisant une méthode qui ne produit pas les résultats, de bons résultats, que ça changera si on continue toujours à utiliser la même méthode. Si on imagine que les résultats seront différents. C'est insanity. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas continuer à envoyer sur le terrain le Premier ministre actuel et puis tout l'aéropage qui l'entoure, alors que manifestement, ils n'ont aucun crédit sur le terrain. À l'opposé, la question est vue sous l'angle du rapport des forces. Cela en appelant à reconstruire l'altérité face au pouvoir. Aujourd'hui, l'idée d'un dialogue est farfelue parce que les forces ne sont pas capables d'amener le gouvernement à forcément accepter ce qu'il ne voudrait pas accepter. Il faut reconstruire le mécanisme d'évolution de pouvoir. D'abord en résolvant le problème qui est ponctuel, qui est la crise anglophone, et sa résolution passe par une négociation directe entre l'ordre gouvernement de Yaoundé et le leadership légitime anglophone. Et en deuxième étape, il faudrait qu'il y ait un cadre, comme ce qui était revendiqué en 1991, c'est-à-dire une constituante au cours de laquelle nous redéfinissons notre vivre ensemble, structurons le cadre d'existence à travers une constitution et la mécanique de l'évolution de pouvoir dans le cadre des lois qui vont être consensuelles et acceptées par toutes. En somme, des travaux d'Hercule qui sont projetés alors que le pouvoir a l'air de camper sur ses positions. Comment construire ces nouveaux rapports de force entre l'opposition et le régime de Yaoundé à l'approche d'une année électorale cruciale et majeure au Cameroun? On en parle dans la deuxième partie de ce journal avec le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba. Il est l'invité de ce journal. Mais avant, l'escale internationale, le 4e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, s'est ouvert ce lundi au Sénégal. Enjeu, évoquer les stratégies visant à lutter contre le terrorisme transfrontalier en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Les organisateurs estiment que près de 700 participants composés d'acteurs régionaux et internationaux sont présents à Dakar pour discuter des questions relatives à la paix et la sécurité sur le continent africain. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi de bout en bout ce grand reportage réalisé à Kumba et diffusé sur Equinox au lendemain des attaques perpétrées contre des gendarmes et une série d'incendies vécus dans des lycées et collèges confessionnels. Comment analysez-vous la situation
dans ces régions anglophones aujourd'hui? Alors, il faut dire que nous sommes peinés de constater ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes beaucoup plus peinés parce qu'au début, n'est-ce pas, de cette crise, nous avons invité le gouvernement, M. Biya, à prendre des mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'en menant un dialogue inclusif, un dialogue avec des acteurs crédibles pour que nous puissions sortir de cette crise, mais nous avons constaté tous ensemble que les 3 missions du Premier ministre, de Philemon Nya, ont échoué. Et aujourd'hui, nous assistons à une escalade comme celle-là et nous avons beaucoup de la peine, tout en condamnant avec la dernière énergie l'assassinat, n'est-ce pas, de nos forces de défense, des hommes en tenue. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Et comme nous condamnons aussi toute idée de sécession dans le pays, mais nous continuons de croire qu'avec un dialogue inclusif, nous pouvons véritablement sortir de cette crise. Mais alors, nous sommes allés jusqu'à proposer qui sont les acteurs qui peuvent participer, n'est-ce pas, à ce dialogue-là. Nous avons parlé... Mastomba, vous avez vu le Premier ministre et d'autres délégations des élites qui sont allées rencontrer les populations, qui ont pris des doléances et qui ont promis de les transmettre au chef de l'État afin qu'il trouve des solutions profondes à cette crise anglophone. Comment appréciez-vous la démarche? Il faut comprendre déjà qu'il y a une véritable crise d'élite. Si ces élites étaient des personnes comprises dans ces zones-là, nous n'en serons pas là. Nous n'en serons pas là. Alors, ces élites ne sont plus, les populations ne s'identifient plus à ces personnes. Mais celles sur qui les populations s'identifient ont été pour plusieurs incarcérés, d'autres ont été obligés de partir du pays. Mais aujourd'hui, il faut partir sur la base d'un véritable dialogue avec des acteurs crédibles. Nous avons dit, il y a des chefs religieux qui sont là, des chefs traditionnels qui sont écoutés par ces populations. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a impliqué ces derniers dans les négociations ou dans le dialogue, ou alors on est allé consulter ces derniers? C'est-à-dire la démarche. La démarche, lorsqu'elle est fausse, on aura les résultats que nous avons aujourd'hui. Nous sommes vraiment navrés et nous sommes tristes de constater que cette escalade, l'escalade qui est instaurée aujourd'hui de ce côté-là, la vie de certains de nos compatriotes sont ôtées. Alors justement, il y a un renforcement du dispositif sécuritaire pour préserver l'intégrité du territoire du Cameroun et protéger les populations, selon le discours du gouvernement, à la fois dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais cela est-il suffisant pour ramener le calme et ramener un climat social moins délétère dans ces régions? Toutes les solutions prises jusqu'à présent, comme nous les avons dit, qui sont uniquement des solutions cosmétiques, n'ont pas ramené le calme dans ces régions. Alors il faut passer par autre chose. Les mesures sécuritaires ne suffisent pas. Il faut un véritable, et nous le disons encore, dialogue inclusif où tous les acteurs, je dis bien, pas uniquement les acteurs du sud-ouest et du nord-ouest, mais tous les acteurs seront appelés autour d'une table et apporteront des solutions. Mais il y a Elim Bilobel qui était justement à cette réunion qui s'est tenue du côté de Yaoundé, qui estime que le rapport de force est en défaveur de l'opposition, qui ne peut pas obtenir ce dialogue du fait que les énergies sont dispersées dans la classe politique de l'opposition. Que pensez-vous de cette analyse? Non, je suis désolé qu'il pense, je suis désolé qu'il prenne cette position. Il ne s'agit pas de rapport de force, il s'agit du Cameroun et toutes les voix doivent être entendues. Et toutes les voies sont nécessaires pour que nous puissions sortir de cette crise. Nous avons juste en face un gouvernement qui est sourd, qui utilise ses propres méthodes depuis des années et estime que ces méthodes marchent. Le gouvernement refuse d'écouter d'autres personnes. Mais alors, comme nous le disons, nous sommes obligés de trouver une solution nationale, sinon une solution internationale nous sera imposée. Et il faut éviter cela. C'est pour cette raison que nous avons... C'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs dit que nous ne voulons pas un état d'exception. Nous ne voulons pas arriver à un état d'urgence où nous serons, évidemment, les positions vont se consolider parce que si aujourd'hui une force tampon qui ne soit pas une force camerounaise est imposée au Cameroun, vous savez que les positions, les uns et les autres vont se radicaliser beaucoup plus. Alors il faut éviter cela. Pour cette raison, nous appelons encore une fois de plus à un véritable dialogue. Mais nous comprenons aussi que ceux qui sont en face n'ont plus la capacité de gérer cette crise. Parce qu'il faut comprendre que la crise
ne naît pas aujourd'hui, c'est depuis les années 60. C'est-à-dire que s'il y avait des solutions à apporter par ce régime, par ce gouvernement à cette crise, nous n'en serons pas là aujourd'hui. L'opposition aussi peine à faire plier le gouvernement sur l'ouverture d'un dialogue national. Ça fait près d'un an qu'on attend des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui exhortent le gouvernement à pouvoir négocier, à pouvoir ouvrir un dialogue politique inclusif, mais rien jusqu'ici. Et on s'interroge sur la capacité de l'opposition à pouvoir justement obtenir cette plateforme-là pour résoudre la crise. Ce qu'il faut déjà noter et saluer la bravoure, n'est-ce pas, de toute l'opposition, d'ailleurs, qui utilise cette voie pacifique pour amener le pouvoir à mener un véritable dialogue national, parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, je ne vous apprends pas, le Cameroun est perturbé dans le septentrion. Et nous avons aussi les perturbations qui viennent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Si, parce que nous sommes en train d'aller vers une voie pacifique, le gouvernement n'entend pas, nous avons un autre moyen qui est évidemment l'élection en 2018. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en voyant l'échec total du pouvoir, nous devons nous organiser à enlever ce régime au pouvoir en 2018, l'an prochain. Donc il faut comprendre que nous ne pouvons pas utiliser la violence pour enlever ce pouvoir, nous ne pouvons pas utiliser les armes pour enlever ce pouvoir parce que les citoyens camerounais vont payer de leur vie et nous ne voulons pas de cela. Nous allons dans un dialogue, nous faisons des propositions, mais nous sommes aussi conscients que nous parlons à des sourds. Il faut donc passer à autre chose. Et autre chose, c'est véritablement s'organiser pour qu'ensemble nous puissions déloger ceux-là qui jusqu'ici sont incapables de diriger cette nation et de ramener la paix. Avant l'année électorale 2018, il y a une session parlementaire, la toute dernière de l'année 2017, qui doit s'ouvrir dans les toutes prochaines heures, les tout prochains jours. Est-ce que le pouvoir législatif, députés et sénateurs, peuvent-ils jouer un rôle dans la résolution urgente de cette crise anglophone? Alors, ils peuvent jouer un rôle s'ils sont vraiment non seulement des élus qui portent véritablement la voix des peuples, mais alors nous avons toujours constaté que notre Assemblée, c'est une véritable caisse de résonance. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons estimé que nous ne pouvons plus compter sur ce Parlement qui, les projets de loi et les propositions de loi arrivent à midi, à 14 heures, ces lois sont votées, parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire, ils ne prennent pas le temps d'analyser, ils ne prennent pas le temps de se poser des questions telles que est-ce que le Cameroun profite? Est-ce que c'est pour le bien des Camerounais que nous votons ces lois? Ils ne se peignent pas à se poser ces questions. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'avec eux, nous ne pouvons rien attendre. Vous savez, c'est une assemblée qui est plus ou moins aux ordres. Et il faut changer cette méthode. C'est pour cette raison que nous avons lancé d'ailleurs une opération de 100 députés sur 180 et 300 mairies. Parce que nous estimons qu'il faut avec complètement... le processus électoral tel qu'il est critiqué par avec le processus... pouvoir atteindre ces chiffres-là. Écoutez, avec le processus électoral, si l'opposition est véritablement organisée, écoutez, nous allons atteindre ces chiffres, ou nous allons même dépasser ces chiffres. Mais il faut commencer à enlever de la tête des Camerounais que rien n'est possible. Des choses sont possibles. Aujourd'hui, je suis un élu. Je suis sur votre plateau. Ce n'est pas une faveur. Je n'ai pas bénéficié d'une faveur. Je me suis mis en campagne. J'ai discuté avec des Camerounais. Certaines personnes ont décidé de me faire confiance. Certaines personnes ont fait confiance au parti auquel j'appartiens et ont voté. C'est ce que nous devons faire. C'est la démarche que nous avons enclenchée et nous espérons que si aujourd'hui, tous les Camerounais manifestent la volonté de vouloir quelque chose de différent, alors nous aurons cette chose-là. Merci Serge Espoir Matomba. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du parti politique Le PURS. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous. À la une de ce journal,
le couvre-feu instauré dans les régions anglophones peine à dissiper les inquiétudes et la psychose chez les populations entre les attaques perpétrées contre des gendarmes et une série d'incendies vécus dans des écoles. Le climat social se dégrade davantage sur le théâtre de la crise anglophone, alors que le gouvernement se limite jusqu'ici à un renforcement du dispositif sécuritaire. Des ténors de l'opposition veulent ressusciter une tripartite pour désamorcer cette grave crise sociopolitique dans les régions anglophones. La cote d'alerte est atteinte dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Les populations résidentes dans une vallée sont sous la menace d'un éboulement de terrain, exposées à un risque élevé de catastrophe. Elles partagent leur calvaire dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur le théâtre de la crise anglophone, des populations condamnent ces attaques perpétrées contre des gendarmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et le couvre-feu instauré dans ces régions anglophones suscite néanmoins quelques grincements de dents chez les conducteurs de mototaxis. Ils sont interdits de circuler entre 19h et 6h dans les principales villes du sud-ouest. Malgré le renforcement de la sécurité observé ce week-end, l'on note que des élèves du lycée bilingue de Mabanda ont peur de retourner sur le campus scolaire après l'incendie survenu dans cet établissement scolaire. Immersion dans le chaudron de la crise anglophone avec nos envoyés spéciaux Warren Zede et Sylvestre Zangao. Vendredi, alors que le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okela-Bilay, vient de prendre un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans l'ensemble de cette région, cette salle de classe du lycée de Mabanda dans la ville de Kumba est en feu un peu après minuit. Jusqu'à ce jour, l'origine de cet incendie n'est pas connue, mais les populations du quartier Mabanda à Kumba soupçonnent une main criminelle. Le lycée bilingue de Mabanda dans l'arrondissement de Kumba 2e a ainsi été visité par les flammes pour la seconde fois, après le premier incendie survenu au mois d'avril dernier. Généralement bruyant, même le samedi, où les cours sont effectifs, c'est un établissement scolaire plutôt désert qui nous accueille. Non loin de là, au domicile de ses parents, nous faisons la rencontre de Orné Lakama, élève en classe de From 1, l'équivalent de la classe de 6e chez les francophones. La jeune élève est très déçue par ce qui arrive à son établissement scolaire. Maintenant qu'on a compris qu'on a brûlé notre école, je ne sais pas, je suis peur parce que on va commencer notre examen et si on n'écrit pas notre examen, on n'est pas dans la classe supérieure. Richobert Fodop, lui, est enseignant de physique-chimie dans la section francophone du même lycée. Nous le trouvons dans son champ de maïs quelques heures après l'incendie. La classe de première ACD a été incendiée. Je ne peux pas savoir si cet incendie a un lien avec la situation qui prévaut ou pas, puisque le gardien celui qui est censé être gardien dans ce lycée n'était pas vraiment là pour nous éclaircir, pour nous dire ce qui s'est passé en réalité. Moi, je suis enseignant de physique-chimie dans ce lycée depuis 5 ans. Bon, nous on garde seulement espoir que ça va aller, puisque comme dans tous les pays, il y a tous les problèmes. Ici, il y a aussi un problème, on espère seulement que ça va aller. Au centre urbain de la ville de Kumba, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Mais ici, le regain de tension dans certaines villes des régions anglophones et dans les mémoires, le meurtre d'un gendarme dans la ville voisine de Manfé est fermement condamné. Pareil pour tous les autres meurtres. Pour tuer un gendarme, ce n'est pas normal parce que le gendarme ici, le gendarme en train de faire la sécurité pour nous. C'est-à-dire nous aussi, on est en train de faire la sécurité des gendarmes. Nous sommes nos amis, nous sommes nos frères. Ce sont principalement ces actes odieux qui ont poussé le gouverneur de la région du Sud-Ouest à prendre de nouvelles mesures visant à assurer la sécurité des personnes et des biens. Parmi ces mesures figure l'interdiction de circuler pour les mototaxis entre 19h et 6h du matin. Une pilule difficile à avaler pour les acteurs de ce secteur d'activité. Le gouverneur, ce qu'il est en train de
Des fissures apparaissent sur une route en terre, des risques d'effondrement sont élevés et ont conduit à l'interdiction de la circulation des voitures sur ces routes en terre. Nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gansop ont pu vivre cette peur qui hante les populations résidentes dans ces zones à risque à Etouguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Reportage. La profondeur du ravin et du genre a donné le vertige, même aux plus courageux. Nous sommes au quartier Etouguébé 2, lieu dit Cité des Anges. Mais rassurez-vous, ce qui se passe ici n'a rien d'angélique. Au contraire, ça frôle plutôt la terreur. Ce qui s'est passé tout récemment, c'est le fait que les déchets, les ordures, les poubelles des gens, au lieu de jeter dans des bacs à ordures, ils le mettaient dans des rigoles où l'eau passe. Alors ces déchets ont bloqué et l'eau n'avait plus son passage. Et quand l'eau veut son passage, ça détruit tout ce que ça trouve. Ça a traversé et c'est revenu par là. C'est ça qui a causé tout cet éboulement-là. Au point d'amener le propriétaire de cette maison à déménager, abandonnant sa moto, ainsi que d'autres effets personnels. C'est avec beaucoup de chance que la pluie, l'eau n'est pas arrivée chez lui. Tel que vous voyez vous-même, si ce petit mur ici n'avait pas été... En fait, on va même dire que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand l'eau veut passer, ça passe. Ils auraient pu se retrouver emportés par l'eau. Parce que les toilettes même, ça a été emporté, l'eau a mené. Tout va, quand vous regardez, il y a une autre maison qui était là. L'eau a détruit ça aussi. La menace est telle que la route qui traverse le quartier est désormais coupée en deux. Seuls les piétons et les engins à 2 roues sont autorisés à circuler. L'on a compris ici que prévenir vaut mieux que guérir. Nous avons essayé de bloquer d'abord parce que si on laisse les voitures passer ici une semaine, forcément toute cette terre va descendre. Encore que la terre sur laquelle nous sommes là, c'est une terre qui a été mise. Ce n'est pas la terre qui était là avant, c'est une terre qui a été mise. Donc on a d'abord bloqué pour le moment et à cette allure, bientôt il n'y aura même plus de passage par ici. Là. Pour les occupants des maisons situées dans le voisinage de cette zone à risque, le sommeil a cédé la place au cauchemar. Mais ont-ils seulement le choix? Papa, je suis là depuis 1992 que j'habite ici là. Regardez vous-même ce ravin là, moi je ne connais pas comment je peux faire. Je n'ai pas de moyens pour pouvoir intervenir. Ma force ne peut venir que vraiment de l'État. Les ordures parfois viennent me retrouver même ici devant la porte. Quand je veux même parler, ils me menacent. Ils disent que, mais qui t'a envoyé venir construire dans le ravin? On ne choisit pas d'être pauvre. Tout le monde veut être riche, mais... Et pourtant, un immeuble jouxtant le ravin continue de sortir des terres. Et ce, malgré la mise en garde des autorités municipales de Yaoundé 6, matérialisée par cette croix de Saint-André qui date. On se souvient qu'il y a 2 semaines, ces mêmes autorités, accompagnées du sous-préfet, lançaient une campagne de sensibilisation sur l'interdiction formelle d'occuper ou de construire dans les marécages et autres zones à risque. Ici, au lieu dit Cité des Anges, à cheval entre la chapelle TKC et Foucault-Mendon, et à péril en la demeure. Voici une zone à risque, comme on en compte plusieurs, dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Le dernier éboulement en date n'a heureusement pas fait de perte en vies humaines, mais il y a lieu de craindre le pire. Les populations sont dépassées par les événements. La route qui passe tout à côté menace d'être coupée, sans compter la probabilité d'une catastrophe naturelle en cas de forte pluie. Ici Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Parlons à présent de l'élevage des petits ruminants, élevage menacé par une peste qui sévit dans la sous-région Afrique centrale, ce qui affecte déjà l'économie du bétail. Des experts en la matière venus des différents pays de la CEMAC sont réunis à Douala pour analyser cette situation et ébaucher des pistes de solutions. Compte rendu, Julingue Nyondé. Cameroun et les pays de la sous-région Afrique centrale déterminés à éradiquer la peste des petits ruminants PPR. La maladie, dont les pertes mondiales annuelles sont estimées à près de 2,1 milliards de dollars, est présentée aujourd'hui comme un véritable problème de santé publique. D'où la nécessité de coordonner les efforts au plan mondial
pour appuyer les actions nationales et régionales. C'est parce que la peste périurminale est une des maladies les plus importantes au Cameroun et elle fait perdre au minimum 8 milliards à nos populations, aux paysans chaque année. Et aujourd'hui, le Cameroun, ministre de l'élevage a initié l'élaboration d'un plan opération et lutte qui a été traduit en programme national d'éradication de la peste périurminale. Et nous pensons qu'en 2030, cette maladie pourra être éradiquée au Cameroun avec une vaccination de masse. Cameroun a un laboratoire, le Lanavette de Bouclé à Garoua. C'est de dire, moi, on n'a pas un problème ici à Kumba. On n'a pas un problème ici à Kumba. On n'a pas un problème. Parce que si on dit que on a tué un gendarme à Manfé, mais ce n'est pas ici à Kumba. Ce n'est pas ici à Kumba. Kumba, c'est Kumba. Manfé, c'est Manfé. On part là-bas. Si on a tué un gendarme à Manfé, partez là-bas pour voir ce qui s'est passé, les gens qui ont tué les gendarmes. Tous les besoins ici en Kumba. Et nous sommes les amis avec les sécurités. On tire ici ensemble. Même dans la nuit, si on refuse que la moto ne marche pas la nuit, c'est qu'on va commencer à agresser les gens au quartier. Parce que si tu rentres tard au travail, avant de partir chez toi là, il faut que tu prennes seulement la moto pour marcher facilement parce que il y a les gens en route, ils sont à quartier, ils ont envie d'agresser les gens qui marchent au pied comme ça. Voilà donc ce que pensent les conducteurs de mototaxi dans la ville de Kumba. La mesure prise par le gouverneur de la région du Sud-Ouest est une pilule amère et difficile à avaler pour ce conducteur de mototaxi, même si beaucoup condamnent ces assassinats, ces crimes perpétrés contre les hommes en tenue dans cette partie du Cameroun. Sur ce théâtre des opérations, depuis la ville de Kumba, envoyés spéciaux, Dani Warren Zede, Sylvestre Polizangao. Il respire enfin l'air de la liberté 2 semaines après le verdict du tribunal militaire. Maître Arissou a été libéré en catimini hier soir. C'est un ouf de soulagement pour ses proches et ses avocats. Il compte d'ailleurs saisir la cour d'appel du centre afin que cette peine de 3 ans infligée à Maître Arissou soit effacée de son casier judiciaire. Joël Essengue et Marcelin Gansov. C'était au lever du jour de ce lundi 13 novembre. Maître Arissou savourait les délices de la liberté autour d'un petit déjeuner, le tout premier au lendemain de sa sortie de prison. Quelques heures auparavant, son avocat, Maître Jacques Bouni, a été pris de court, mais savoure lui aussi cette fin heureuse d'un suspense qui n'avait que trop duré. Maître Arissou a été libéré aux environs de 22 heures dans le secret absolu. Parce que lorsque le commissaire du gouvernement se déporte à la prison principale de Yaoundé, nous autres même étant dans le dossier, nous n'avons pas été au courant de cette libération. Donc le secret a été bien gardé. Ce n'est qu'au sortir de ces 4 murs que Maître Arissou m'a donc envoyé un message m'informant de ce que il est accompagné par monsieur le commissaire du gouvernement. Il va passer sa première nuit d'homme libre hors des 4 murs de la prison principale de Yaoundé. C'était aux environs de 22 heures. Pour le conseil de Maître Arissou, c'est un ouf de soulagement qui rime avec insatisfaction. Lorsque vous êtes accablé de ce genre d'accusations, d'assassinats, de port d'armes de guerre, des révolutions, de tentatives de renversement des institutions, d'outrage au chef de l'État, vous imaginez que c'est du lourd. Et lorsque vous sortez de là au finish et que toutes ces infractions n'aient pas été retenues, que vous soyez condamné à une peine de 3 ans qui cadre avec votre détention pour non-dénonciation d'une infraction, vous comprenez que c'est un grand soulagement, mais l'honneur de Maître Arissou reste terni par cette condamnation. C'est la raison pour laquelle le Conseil a fait appel à la suite de la décision rendue récemment par le tribunal militaire de Yaoundé. Il est question, soutient Maître Jacques Bouni, que son client, dont l'honneur a été piétiné, soit rétabli dans sa dignité. Parce que pour nous, ce dossier n'avait rien de criminel, n'avait rien de délictuel concernant Maître Arissou. Parce que lorsque nous avons suivi le déroulé de la motivation, Maître Arissou était plus une victime dans cette affaire qu'un acteur. On se retrouve à voir Maître Arissou condamné à 3 ans. Pour nous, simplement, c'est qu'il fallait quand même que ceux qui ont poursuivi Maître Arissou ne perdent pas la face. Ça veut dire qu'au fond, il n'y avait rien.
C'est d'ailleurs ce que je pense. Lorsque la justice se rend compte que ceux qui ont poursuivi se sont trompés, il n'y a pas de honte à dire que nous sommes trompés en libérant la personne. La justice n'arrondit pas les âmes. Cela va de l'honneur de la justice de reconnaître qu'une personne était poursuivie à tort. En liberté depuis dimanche soir, Maître Arissou préfère pour l'instant se tenir loin des objectifs des caméras et micros des journalistes. Mais il va bien, tel que rassure son avocat. Quand tout à l'heure nous appelions, il était justement au commissariat en train de refaire sa carte nationale d'identité. Et je vais vous le dire, c'est l'unique laboratoire dans le monde, parmi les 25 laboratoires qui produisent le vaccin contre la maladie, qui a pu faire un vaccin combiné avec une autre maladie. Donc, il y a un marché potentiel, même pour le Cameroun, pas seulement parce qu'on va éradiquer la maladie pour le Cameroun. Le vaccin produit par le LANAVET peut être vendu à travers le monde. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé animale, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, et ceux de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, décidé d'arrêter la propagation de la peste des petits ruminants, ont entamé une démarche collective afin d'examiner la question de mobilisation des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre d'une stratégie efficace. Il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des politiques. Notre rôle, ça va être d'accompagner les pays parce que nous avons un rôle de coordination et d'harmonisation. Il faut qu'on y aille ensemble parce que les pays ne peuvent pas aller de façon isolée. C'est une maladie virale qui se propage très vite et qui tue massivement les petits ruminants, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Et donc la FAO va accompagner les États, non seulement dans la mobilisation des ressources, mais à travers sa propre contribution financière et la contribution technique. Le Cameroun, quant à lui, a initié le plan opérationnel de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants dans le cadre du projet de développement et de l'élevage. L'UE a mis en place la banque des vaccins PPR. Cette banque est mise à la disposition des pays participant à l'éradication de la peste des petits ruminants pour qu'ils utilisent uniquement un vaccin de bonne qualité pour immuniser les animaux. Je me réjouis en tant que président de l'ordre du démarrage effectif de cette activité, compte tenu de ce que effectivement notre pays a impliqué les vétérinaires privés dans ce processus, notamment à travers le mandat sanitaire. Nous allons adopter le plan de la stratégie de contrôle et d'éradication pour l'Afrique centrale. Du 13 au 15 novembre 2017, l'atelier de revue de la feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale aura donc pour principal objectif l'évaluation de la situation épidémiologique de la PPR dans la région, l'identification des activités de lutte contre la peste des petits ruminants, l'adoption de la stratégie de mobilisation des ressources PPR dans la région et partenariat. Alors que la réponse du gouvernement se limite jusqu'ici à un renforcement du dispositif sécuritaire sur le théâtre de la crise anglophone, des ténors de l'opposition veulent ressusciter une tripartite pour désamorcer cette grave crise sociopolitique. Une vingtaine d'années après la première plateforme du genre qui avait donné lieu à des résolutions qui jusqu'ici ne sont pas toutes appliquées, ces barons de l'opposition et d'autres acteurs de la société civile se sont réunis à Yaoundé pour analyser cette situation. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le symbole est fort, 26 ans après. Adamou Ndamjoya, le président de l'Union démocratique camerounaise, UDC, a retrouvé le siège qu'il occupait en novembre 1991 lors de la tripartite. Cela à l'occasion de la commémoration des 26 ans de ce temps fort politique au Cameroun. Passé la portée symbolique de ces assises qui ont permis de ramener le calme sur la scène politique camerounaise, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Le bilan de cette rencontre donne lieu à des avis contrastés. Il y a des résultats, ce n'est pas un échec. On a ce qu'on a peut-être vraiment de profondément démocratique dans la Constitution aujourd'hui, c'était à la tripartite. On a parlé de la décentralisation. On a parlé de mandat présidentiel. Il a fallu qu'on puisse changer encore le mandat. En 2008, qu'on l'a dit ici, d'où ce n'était pas un échec. Ce qui avait été fait à la tripartite avait permis de résoudre deux problèmes. Un problème de légitimité et qui avait conduit à l'adoption d'un nouveau code électoral, et puis un problème de légalité qui devait permettre
qu'avec une reconstitution révisitée, le pays parte sur de nouvelles bases. Malheureusement, le régime en place a travaillé pendant les 26 dernières années à déconstruire ce qui a été élaboré à cette occasion-là. En lieu et place de la conférence nationale souveraine, M. Biapol a réussi à nous faire admettre la tripartite, qui était à la réalité une solution pour lui permettre de se pérenniser au pouvoir. L'histoire nous a montré qu'il avait gagné, parce que les forces réactionnaires de l'époque ont remporté leur bataille sur les forces révolutionnaires que nous étions. 26 ans après, on va dire que c'était une véritable escroquerie. L'idée est même avancée que cette rencontre a surtout été une ruse pour mettre sous le boisseau. Qui s'est permis entre-temps, la première démarche que Maître Ayuso a fait, il m'a appelé Maître, ma carte, il faut que j'aille faire ma carte. Je lui ai dit c'est une bonne chose. Impliqué dans les affaires, Michel Thierry Atangana, Eno Meyomese et aujourd'hui Maître Arissou, Maître Jacques Bouni a réussi à tous les coups à obtenir gain de cause au profit de ses clients, chose plutôt rare au regard de la complexité des différents dossiers. La lenteur observée dans la libération de Maître Arissou est une pilule amère pour ses avocats, alors que la décision du tribunal militaire était favorable à une libération immédiate. Il a passé encore 2 semaines en prison, ce qui fait dire à ses avocats que la justice camerounaise est prise en otage par le pouvoir exécutif au Cameroun. Je vous propose d'écouter les explications et l'analyse de Maître Buni, Jacques Buni, avocat de Maître Arissou. Maître Arissou est incarcéré le 9 octobre 2014, je crois. Et ça veut dire que le 9 octobre 2017, ça a fait exactement 3 ans. Mais la décision étant tombée quelques semaines après, le 30 octobre, ça veut dire qu'il avait déjà passé plus de temps que sa condamnation. Mais plus grave encore, après cette condamnation où le tribunal avait fait tous ces constats et demandait qu'on le mette immédiatement en liberté, il a encore dû passer 2 semaines en prison. Pour nous, c'est inadmissible, c'est scandaleux, c'est intolérable dans un état de droit. Lorsque une juridiction a rendu une décision, même si c'est l'état du Cameroun, on se soumet, on n'attend pas l'autorisation d'une quelconque hiérarchie, parce que c'est un peu manquer de respect à notre système judiciaire. Parce que nous savons ce que c'est que la liberté. Elle est sacrée. Imaginez un seul instant, hypothèse d'école, 2 jours après que Maître Arissou décède. À qui la faute? 1 semaine, 2 semaines. Qu'il lui arrive malheur en prison. Comme nous connaissons bien le bal, chacun va commencer à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Non. Il faut que ce genre de pratique cesse. Donc il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie de l'exécution des décisions en matière pénale. Lorsque vous êtes libéré, les résultats d'audience vont à la prison. Le régisseur a une seule obligation, c'est de mettre la personne en liberté. On n'attend pas les instructions d'une administration lorsque le judiciaire a tranché. Moi, j'ai ressenti cela comme un manque de respect à notre système judiciaire. Et sur le front de guerre contre le terrorisme, l'engagement des paracommandos a été célébré lors de la fête des parachutistes dans la région de l'Ouest, une occasion pour ces militaires de démontrer leurs compétences devant le haut commandement de l'armée. Mama Soufor, Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Dernière manœuvre d'atterrissage d'un MA-60 de l'armée de l'air. À son bord, la fine crème des forces armées et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Tous viennent rehausser l'éclat de la fête du parachutiste. C'est un honneur particulier pour nous, ce jour, pour que vous puissiez venir honorer de votre illustre présence cette modeste fête des parachutistes. 3 temps forts marquent l'événement. Tout d'abord, honneur à la mémoire des paracommandos tombés sur le champ de bataille. Nous vous rendons un vibrant hommage. Vous resterez à jamais gravés dans nos mémoires et vos noms éternellement écrits en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Parmi ces invités de marque à la fête du parachutiste, des éléments du BETAP à la retraite, honorés pour leur sacrifice dans la défense de l'intégrité territoriale du pays. Cet ancien combattant du BETAP remémore les moments difficiles vécus lors du conflit frontalier avec le Nigeria. L'un des pires moments de ma carrière, c'est quand j'ai perdu mon tout premier militaire ici.
De ces souvenirs empreints d'émotion, place au bouquet final avec la démonstration du savoir-faire des éléments du BETAP. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Baba Soulé, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Jean-Calvin Mouma et tous les officiers généraux apprécient la parade air-sol des paracommandos du BETAP. Je transmets solennellement à tous les militaires du BETAP la très haute appréciation du chef de l'État, chef des armées, pour l'engagement, le sens du devoir de sacrifice, le courage avec lequel ils se sont toujours acquittés de leur mission. Le show aérien terminé, le ministre Joseph Betty Assomo et sa suite prennent congé de la grande famille du BETAP en fête sur sa base de Koutaba. La cote d'alerte et attente, je vous le disais en titre, des populations résidentes dans une vallée sont sous la menace d'un éboulement de terrain. À Etouguébé, un quartier situé dans le 6e arrondissement de Yaoundé, dans certaines zones,